Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum. Donc, je voudrais commencer par remercier Fatima et l'association, les membres de l'association, à la fois pour leur invitation et puis pour m'avoir permis de réaliser un rêve que j'avais depuis très longtemps, depuis que je suis venu au Maroc en particulier. J'étais fortement intéressé justement par la culture oasienne et je trouve qu'à Figuig, c'est vraiment l'oasis par excellence. Et j'ai vu dans ces 2 derniers jours justement voir à quel point cette culture était vivante et riche. Alors pour répondre, disons, au thème de l'intervention, donc interactivité culturelle, interculturalité, c'est un petit peu la même chose. Je vais vous dire rapidement comment ce travail sur l'interculturel finalement se trouvait au centre de mes préoccupations universitaires et romanesques par la suite. Donc j'arrive à Fès en 1973 et le département de la littérature française ouvrait. Donc j'étais le premier, nous étions 2, j'étais moi-même et un collègue de Rabat qui avait été mis en pénitence à Fès, qui avait des plus de très grande carrière, c'est Adolgeville Lajobry. Voilà, donc j'ai commencé à enseigner dans l'enseignement supérieur à Fès, et le programme qu'on devait enseigner aux étudiants avait été fixé par l'université de Rabat. Et dans ce programme, il y avait un texte de littérature maghrébine, de langue française, c'était Nejma de Kateb Yassine. Et donc ce livre m'a tellement, disons, intéressé, parce qu'en France, je sortais un petit peu de l'époque du nouveau roman, et le travail de Kateb Yassine, en particulier sur les formes romanesques, c'est quelque chose qui m'a profondément séduit. Donc, ça a été mon premier texte sur la littérature maghrébine. J'ai écrit un petit livre à l'époque, c'était le premier sur Kateb Yassine, qui s'appelait Nejma de Kateb Yassine, essai sur la structure formelle du roman. Une structure très complexe que les étudiants avaient du mal justement à comprendre, mais une fois qu'on l'a bien cerné, ça montre à quel point le roman de Kateb était déjà, à cette époque-là, très, très innovant. Et puis, au Maroc, donc, il y avait 2 écrivains, ça a été rappelé, qui étaient connus, Ahmed Sefrioui et Idriss Chaibi. Chaibi était déjà en France, Sefrioui avait écrit La Voix de la Merveille et Le Chapelet d'Ambre, qui était un recueil de nouvelles, mais il n'écrivait plus. Et puis, subitement, on a vu arriver sur la scène littéraire au Maroc tout un groupe de jeunes écrivains autour d'une revue qui était la revue Souffle. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose aujourd'hui. Souffle, donc, c'était une revue qui avait été créée par, Abdelatif Lahabi, poète et professeur également. Et dans cette revue était au départ une revue culturelle, je dirais même interculturelle, parce qu'elle s'intéressait bien sûr à la littérature, mais aussi aux arts plastiques, au théâtre, à la musique, à l'architecture même. Et elle posait des questions extrêmement intéressantes justement sur le problème de l'identité. Qu'est-ce que l'identité nationale au Maroc après 50 ans de protectorat, et avec la persistance évidemment de la langue française à l'époque, puisque cette revue elle-même était écrite en français et que les écrivains qui y participaient ne pouvaient écrire qu'en français. C'était des écrivains qui étaient peut-être tous passés par l'école française.
Donc ils étaient bilingues en ce sens qu'ils avaient à leur disposition deux langues, la darija, c'est-à-dire la langue dialectale, et qui ne s'écrit pas, et le français. Donc ils ont dû écrire en français, tout en sachant que c'était la langue de l'ancien occupant, hein, la langue de l'aliénation quelque part. Alors à cette époque-là, j'ai eu la chance de me faire des amis dans le milieu culturel et de participer à un groupe de recherche. Très vite, la revue Souffle est devenue une revue politique avec vraiment une direction qui allait vers le marxisme-léninisme. Et donc le gouvernement, le pouvoir évidemment s'en est ému, et donc la revue a été interdite, les écrivains qui s'en occupaient ont été arrêtés, et vous savez que la Bible par exemple a passé 8 ans et demi en prison. On a créé à plusieurs un groupe de réflexion simplement, qui n'avait pas de grande ambition, simplement de réfléchir entre nous, de discuter entre nous. Donc j'étais le seul français universitaire. Avec moi donc dans ce groupe il y avait Mohamed Le Wakira, le poète, qui malheureusement vient de mourir cette année. Il y avait, Abdallah Bodfour, qui lui était enseignant à la faculté de Rabat. Il y avait trois peintres, Fouad Belamine, qui est devenu aujourd'hui un des grands peintres du Maroc. Il y avait Aïssa Iken, qui lui est mort aussi malheureusement. Et nous avions Bardad Benas. Benas c'était un rifa, un peintre rifa, qui à un moment donné s'est trouvé mal au Maroc et il a choisi l'émigration. Il est parti au Canada et puis personne n'en a plus jamais entendu parler ensuite. Alors il semble qu'il ait changé son nom et qu'il se soit fondu finalement dans la société canadienne. Et nous discutions effectivement des grandes questions. Par exemple, pour les peintres, le problème qui se posait, c'était comment exprimer une marocanité dans la peinture abstraite. Dans la peinture abstraite, qui avait, disons, ses modèles à la fois aux États-Unis et en France. Donc il fallait trouver justement des éléments pour pouvoir expliquer que la peinture abstraite, dans la peinture abstraite, bien sûr, on peut faire passer une identité marocaine. On avait des discussions également justement sur l'interculturel. L'interculturel, comment dans des sociétés déséquilibrées. À l'époque, le déséquilibre, par exemple, entre ce qu'on appelait l'Occident et les pays dits sous-développés était énorme. Donc, l'interculturalité pouvait toujours poser des problèmes de néocolonialisme, comme si l'ancien colonisateur voulait malgré tout conserver son emprise sur les pays nouvellement indépendants. J'ai connu Ben Jelloun dès qu'il a, après son premier roman qui s'appelait Arruda. Arruda, donc je l'ai mis tout de suite au programme à l'université d'Armarès, à Fès. J'ai rencontré ensuite, l'ami lorsqu'il est sorti de prison. J'ai rencontré bien sûr Erdine lorsqu'il est revenu au Maroc. Et donc voilà, j'ai travaillé avec eux et sur eux. Sur eux parce que j'ai trouvé que autour de Souffle, c'était constitué un type d'écriture. Un type d'écriture, bien sûr, revendicative, qui avait choisi non pas de délivrer un message simplement par un discours linéaire, mais qui avait choisi au contraire de s'attaquer au texte, c'est-à-dire de dynamiter en quelque sorte les formes académiques, comme le roman réaliste ou comme la poésie versifiée. Donc c'est ça que j'ai appelé la violence du texte. Le texte exprime la révolte et l'engagement de l'écrivain, pas seulement à travers le message,
à travers justement toutes ces techniques de violence, de déconstruction, qui exprimant justement une recherche. Donc, les écrivains qui appartiennent à cette génération, les écrivains autour de Souffle, évidemment c'est Abdelatif Ladi qui avait écrit un récit de ce type qui s'appelle L'œil et la nuit. Ensuite il a écrit des poèmes, comment dire, les poèmes oraux en particulier. Ensuite Rerdine a été un collaborateur de Souffle, mais il est parti directement en France. Après le tremblement de terre d'Agadir, donc il est resté quelque temps comme fonctionnaire, travaillé justement sur le tremblement de terre. Et puis il y a eu un peu plus tard les fameuses émeutes de Casablanca en 1965, et là il a choisi de partir en France. Et c'est à partir de France, bien sûr, qu'il a continué à écrire des textes extrêmement violents, en particulier. Il y a un texte que j'aime beaucoup, il y a Agadir évidemment, mais son premier roman, mais il y a un texte qui s'appelle Le Déterreur. Le Déterreur, c'est un monologue complètement, comment dire, complètement déstructuré, travaillé par la violence, par l'onirisme. C'est l'histoire d'un bouffeur de mort, de quelqu'un, si vous voulez, qui suit les enterrements, on enterre le mort, et dans la nuit il vient et il se nourrit avec les cadavres. Forcément, il finit par être arrêté, on le met en prison, et donc le récit, c'est cette espèce de délire sous forme de monologue intérieur qu'il a dans la prison, en attendant son châtiment, qui est bien sûr la peine de mort. Alors, à côté de ces deux écrivains majeurs, donc il y a Benjeloun qui, à ce moment-là, sort Arruda, comme je l'ai dit, et c'est pareil, Benjeloun avec Arruda apporte une forme nouvelle, c'est-à-dire qu'il déstructure le récit réaliste en important, disons, des éléments de sémiologie qu'il avait dû suivre, comment dire, au cours de Roland Barthes, qui est venu pendant un an à Rabat. Et puis en introduisant également cette notion de roman-poème, de récit-poème, c'est-à-dire comment la poésie, comment le lyrisme, comment l'émotion, y compris la colère, entre dans le texte littéraire. Et puis, un dernier écrivain avec lequel j'ai beaucoup échangé, on était très amis, c'est Abdelkebir Khatibi. Khatibi, je crois que c'est l'un des penseurs au Maghreb, peut-être le plus important. Le plus important parce que il s'est trouvé, disons, dans cette double culture. Donc, études à l'école française, culture française. Il débarque, comment dire, en France pour des études supérieures, et il revient au Maroc, et il se sent partagé entre ces deux cultures. Et il commence à se dire, il y a vraiment une violence en moi, dans ma double appartenance, puisque à l'époque, la tension, bien sûr, entre l'Occident moderniste et puis l'Orient, je ne dirais pas salafiste entièrement, mais on a travaillé aussi par le salafisme, était en forte opposition. Et donc il a commencé à avoir ce discours de déconstruction, c'est-à-dire à montrer que finalement, comme dans les oppositions binaires, on passe à côté de la réalité des choses. L'Orient contre l'Occident, ça ne veut rien dire, parce que l'Orient, quel Orient? L'Orient est lui-même divers, est multiple, et l'Occident, c'est la même chose. Donc, en déconstruisant en permanence, justement, ces oppositions binaires, Khatibi a fait tout un travail d'interculturalité au vrai sens du terme, essayant de rapprocher des cultures
que l'idéologie opposait d'une manière extrêmement ferme. Alors, j'ai voulu faire un petit peu ce que j'avais vu faire au Maroc, c'est-à-dire finalement faire une littérature bretonne de langue française. Et j'avais écrit à l'époque, un livre sur ça. C'est-à-dire j'ai pris des grands écrivains bretons de langue française et j'ai montré comment finalement leur situation était une situation aussi post-coloniale, puisque le breton, qui était la langue d'origine, a été, à partir du début du XXe siècle, combattu bien sûr par la République. La République, vous savez, c'est un seul pays, une seule langue, donc les langues régionales ont été écrasées. Et donc, on était dans une situation de déglossie, finalement, de déglossie, puisque le français était la langue valorisée et que de plus en plus on se détachait du breton. Et donc j'ai voulu montrer comment, dans beaucoup de textes d'écrivains bretons, écrivant en français, il y avait cette espèce de nostalgie de la langue perdue et de la culture perdue. Donc c'est là-dessus que je suis parti pour écrire mon roman. J'ai dit je vais écrire des romans bretons de langue française. Mais évidemment, une identité ne peut pas être fermée sur elle-même. Une identité, il faut qu'elle s'affronte à l'altérité. L'identité et l'altérité, c'est comme un couple. L'un ne peut pas laisser l'autre. Donc dans tous mes romans, il y a toujours, disons, le point de départ, en gros c'est la Bretagne, la culture Bretagne, et puis il y a un départ vers l'ailleurs. Alors dans le premier roman que j'ai écrit à cette époque, qui s'appelle Fractal, par exemple, ça part de la Bretagne, c'est une femme qui se promène sur la falaise au bord de la mer avec son chien, avec un chien. Elle passe toujours à la même heure, avec toujours le même chien est toujours derrière elle, il la déplace jamais, et ça intrigue le narrateur qui se dit, je vais la suivre. Ce qui ne se fait pas, mais il le fait quand même. Donc il suit cette femme, et il va à travers ça mettre à jour tout un système mafieux. En fait, cette femme, c'est la femme d'un Russe qui a une grosse propriété, évidemment, mais tout est barricadé, elle est gardée, donc personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est un trafic d'armes, trafic de drogue. Donc, vous voyez, le roman va commencer à partir dans ces directions. Et là, il y a trois villes qui m'intéressent beaucoup. Bien sûr, il y a Paris. C'était juste après, les attentats du Bataclan à Paris. Ensuite, c'est, la Roumanie. La Roumanie, la ville de Iași, en Roumanie, qui est à la frontière avec l'Ukraine. Et puis, le Maroc, Marrakech. Et donc, le roman, vous voyez, quitte la Bretagne et investit ces différents lieux. Voilà. Et après, dans tous les autres romans, pratiquement, j'ai eu ce départ vers d'autres cultures, d'autres contrées. Il y a un autre roman dans lequel c'est ma passion pour un autre pays qui est le Canada, le Québec ou le Manitoba, qui a pris le dessus. Et j'ai raconté l'histoire d'un Français, un ingénieur français qui est spécialisé dans la construction de barrages. Il étudie en particulier la composition du ciment, du béton pour les barrages. Et il y a au Manitoba un projet de construction d'un barrage dans le nord du Manitoba, c'est au centre du Canada. Et on lui dit de venir comme expert international. Je joins justement
au projet. Et donc voilà, il quitte la Bretagne et le voilà au Canada. Et il découvre finalement que le projet en question doit travailler sur comment dire, un barrage qui va être construit sur une réserve amérindienne, une réserve des Indiens Cris. Alors évidemment, ça pose un problème, parce que les Cris, sur la rivière en question, ont des pêcheries, leur culture est, comment dire, est autour de la pêche, de la chasse, et ce barrage vient détruire un petit peu leur écosystème. Alors, tandis qu'il se pose la question, le Français, finalement, il va être kidnappé. Il va être kidnappé par les Cris, qui vont l'amener sur une île, il y a beaucoup d'îles sur le lac Manitoba, et en faire une monnaie d'échange, justement, pour essayer que le projet soit abandonné par le gouvernement canadien. Et là, donc, le Français, vivant avec les Cris, va finir par lui-même, finalement, pas devenir Cri, mais intégrer justement tout un aspect de cette culture qu'en tant qu'ingénieur, fabricant du béton, il avait complètement oublié. Et donc, à la fin du roman, bien sûr, il va être libéré. Et sa femme vient le chercher, comment dire, à l'aéroport. Et se pose la question, est-ce que je reviens en France, est-ce que je reprends ma vie d'avant? Et puis finalement, il dit à sa femme, bon écoute, je vais aux toilettes, attends, moi je reviens. Et puis finalement, il est jamais revenu, donc l'avion est parti, sa femme a pris l'avion, et voilà. Et donc on ne sait pas, il est resté, on ne sait pas ce qu'il a fait. Donc oui, c'est ce genre de problématique qui m'intéresse dans le roman. Donc voilà, j'en suis maintenant à mon 9e roman qui va paraître dans les jours prochains, enfin dans les mois prochains. Jusqu'à présent, j'avais pratiquement jamais écrit sur le Maroc, sauf un peu dans le propos de Marrakech. Là, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un roman dans lequel le Maroc occupe la place qu'il occupe à l'intérieur de moi-même. Donc c'est un roman qui se fait entre deux espaces. Il y a la Bretagne avec sa culture et il y a le Maroc. Et donc j'ai appelé ce roman Ici et ailleurs. Ici c'est la Bretagne, bien sûr, ailleurs c'est le Maroc. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais ayant travaillé beaucoup sur la culture marocaine pour pouvoir écrire ce roman, avec mes souvenirs aussi, il y a une scène justement où une femme dans une bechta a son métier à tisser et tisse un tapis. Le tapis avec ses motifs, le tapis berbère avec ses motifs en forme de losange et compagnie, joue un rôle symbolique très important dans le roman. Et figurez-vous que hier soir, Fatima nous amène voir justement une dame qui tisse. Donc j'ai vu le vrai métier tissé, autrement que sur des images d'internet. Et donc je l'ai vu travailler, je me suis dit, bon, il faut que mon roman, il est chez l'éditeur, il faut que je le reprenne, parce que j'ai des choses maintenant à ajouter. Des choses de figues. De figues. Voilà. Bien, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Bon, vous savez, finalement, je suis un ancien chercheur comme les autres, qui a eu la chance de passer vers le Maroc, donc de travailler sur la littérature francophone et marocaine en particulier. Et puis maintenant, étant à la retraite, je fais des romans qui ressemblent un petit peu à ce que j'ai fait sous la forme universitaire. Voilà, merci à vous. أستاذ عربي الأستاذ محمد عزدين الأستاذ محمد الدكتور الدين عائشة بوتخيل. دونك أشكر الجميع وباسم السيد مارك غلطار أشكركم كثيرا ونتمنى في لقاء آخر يكون أكثر من هذا.
tour. Magnifique. Il y a des choses faites et il y a des choses à Il y faire. a des choses pour l'entreprise et puis il reste des choses Voilà, à faire. il reste des choses à faire. Et donc c'est C'est vrai un que c'est appel. vraiment un patrimoine à conserver. Le Exactement. patrimoine de l'Oasis, c'est quelque chose Ça, c'est important. très important. Voilà. Donc, merci, Stade. Merci.